Nous allons démarrer donc ce débat avec la présence de Monsieur Stéphanie, qui est donc en vidéoconférence à Paris, qui est le responsable du développement d'Arkeaflex, et en présentiel, comme on dit aujourd'hui, Régis Royer, directeur général d'Armoric Habitat. Donc, dans un premier temps, peut-être, Monsieur Stéphanie, vous présentez rapidement Arkeaflex, et ensuite, donc, on décortiquera l'opération qui est faite avec Armoric Habitat, et on essaiera qu'il y ait le maximum d'échanges avec la salle et de questions. À vous la parole, Monsieur Stéphanie. Je vous remercie. Tout d'abord, merci, Monsieur Lefort, de m'avoir permis cette présentation. Je vais aller vite dans le vif du sujet, donc je vais partager en fait mon écran et je vais vous faire une petite présentation rapide de la solution. L'idée, c'est que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Arkeaflex, c'est un joint venture, c'est-à-dire que Arkea, dans le cadre de sa trajectoire immobilier durable, puisqu'elle accompagne les bailleurs et les promoteurs dans le financement de certaines opérations, a souhaité associer son nom à une initiative. Et en fait, le flex, c'est ni plus ni moins que la possibilité de concevoir des bâtiments qui soient à la fois flexibles et des logements évolutifs. Donc le flex, c'est un brevet de conception. Et nous, Arkeaflex, on est issus de cette joint venture donc, entre Arkea et le flex, donc les inventeurs du flex. Donc je vous fais une présentation rapide de l'équipe. Sébastien Legoascos en est le président. Il est aussi le président de Isimo, qui est commercialisateur. Aurélien Deleu, qui est directeur des marchés entreprises, donc chez Arkea, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Didier Boulin, donc, qui est l'inventeur, l'ingénieur qui a inventé le concept. Laurent Martin, son associé, qui est aussi membre du comité stratégique. Jean-Michel Royot, que certains connaissent dans le milieu des bailleurs, puisqu'il a été notamment à la tête de Arkea Banque, entreprise institutionnelle, en tout cas sur la partie financement. Florent Lemaire, qui est directeur exécutif, votre serviteur, et Charlotte Lyon, qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui est la directrice technique. Le concept Arkeaflex, pour entrer dans le vif du sujet, c'est ni plus ni moins, on part sur une unité de base. L'unité de base, c'est une alvéole. Et une alvéole, c'est en fait une pièce de vie qui fait entre 18 et 25 mètres carrés et qui va pouvoir recevoir tout type de destination. Ça peut être une chambre, une salle de bain, un salon, une cuisine, un bureau ou bien un studio. Et en fait, dès la programmation, on va pouvoir associer librement ces alvéoles pour concevoir les logements qui correspondent aux besoins des territoires ou des habitants. Notre méthode constructive, elle est assez simple. On est sur un noyau porteur, façade porteuse. On vient équiper toute la partie donc CHAB, donc la surface habitable, d'un plancher technique. Et ce plancher technique, il va servir à recevoir tous les fluides et la partie électrique. Ce qui permet en fait de disposer les pièces, notamment les pièces humides, un peu comme on le souhaite. Donc en fait, c'est un grand plateau libre sans mur de refend. En plus de cela, pour que chaque alvéole, à un moment de la vie du bâtiment, puisse être dissociée ou indépendante, il faut en plus qu'elle soit équipée d'une porte palière ou d'un accès sur les parties communes, au moins une fenêtre par alvéole, une armoire électrique, une guette technique. Et enfin, sur certaines alvéoles, on peut prévoir des portions de plancher fusibles qui vont permettre d'intégrer des trémies et donc de faire des duplex ou des triplex. Une fois qu'on a cela, on vient séparer donc les logements avec de la cloison type SAD 180, ce qui permet quoi? Ce qui permet pour vous de faire ensuite tous les travaux de transformation en filière sèche. Donc ça permet notamment pour les bailleurs de pouvoir se projeter finalement dans l'avenir, puisque aujourd'hui on connaît les besoins sur certains territoires, mais on ne connaît pas les besoins qui seront ceux dans 10, 15 ou 20 ans. Et le fait d'être dans une configuration flexible permet justement d'adapter dans le temps les logements en fonction des besoins. Pour que ça fonctionne, on y a intégré en fait un outil de commercialisation. Alors là, on est plus sur la partie accession, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Ce que vous voyez en rouge, ce n'est pas le drapeau japonais, c'est ni plus ni moins que les alvéoles dites commandées. Donc ces alvéoles seront automatiquement avec les alvéoles contiguës
parce qu'elles n'ont pas d'accès direct sur les parties communes. Et en fait, nous, aujourd'hui, pourquoi on a intégré de l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'on puisse prévoir déjà les besoins existants au territoire, c'est-à-dire intégrer tout ce qui est, on va dire, les contraintes urbanistiques, mais aussi les contraintes économiques. Et ça permet en fait de créer, on va dire d'une certaine manière artificiellement, des programmations en fonction des typologies attendues. Mais au-delà de ça, et là je suis plutôt sur la partie accession, c'est la possibilité pour un acquéreur de co-concevoir son logement. Donc il va être acteur de la personnalisation de son logement. Il va pouvoir, en fonction de certains desiderata, c'est-à-dire en principe on part d'un budget, d'une surface, éventuellement d'une orientation, on va pouvoir déterminer des combinaisons possibles. Donc l'acquéreur va ensuite pouvoir choisir entre 1 à 2 variantes de plan possibles et il pourra ensuite se projeter et faire une visite 3D en temps réel. C'est ce que propose notre configurateur. Et là, on va un peu loin dans l'explication. Sur la partie purement juridique, donc là, on est toujours en mode accession. Ce qu'on propose, c'est une alvéole égale un lot de copropriété. Je suis propriétaire de 3 alvéoles, je suis propriétaire de 3 lots de copropriété. Donc typiquement, je pourrais à terme me séparer d'une alvéole et pour que ça fonctionne, cette transmission, il faut qu'on instaure, on indique dans les règlements de copropriété qu'il y a un droit de préférence. En clair, si demain je vends mon alvéole, il faut que je la propose à mon voisin, ce qui est assez logique. Et enfin, la mémoire de la flexibilité, c'est pour vous, gestionnaire, en tant que gestionnaire, c'est la possibilité de voir quels alvéoles sont attribués à quel locataire, notamment. Donc, ça permet d'avoir un suivi de la gestion plus précise et affinée de votre parc. Des bâtiments qui évoluent, donc en fait, l'idée c'est de dire que va devenir de mon bâtiment d'ici 15-20 ans. Et en fait, on a pris différents cas d'usage, et les cas d'usage, ils sont déterminés non plus par une famille nucléaire, des parents, 2 enfants, mais comment on va pouvoir adapter dans le temps. Et ni plus ni moins, aujourd'hui, il n'y a pas de famille type. Et on se rend compte, notamment sur le parc social, que beaucoup de typologies aujourd'hui de logements ne correspondent plus aux usages. Donc, on se retrouve, en tout cas vous vous retrouvez parfois, avec soit une problématique de sous-occupation, un grand appartement occupé par une seule personne, ou bien des besoins pour certaines familles de pouvoir justement agrandir leur logement. Et bien, grâce au Flex, on pourra rétablir en fait cet équilibre et typiquement, on pourra réadapter par exemple un T4, ce T4 donc, qui est occupé par une seule personne, on pourra le transformer en 2 T2. Et quel est le discours qu'il y a derrière? C'est que déjà, il y a un discours de rendre cohérent le parc par rapport aux besoins, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a le côté affectif du logement. Et donc, la part sociétale finalement du Flex, c'est de dire, madame, monsieur, vous occupez un grand logement, vous êtes sur un territoire, vous avez élu domicile, vous y avez vos habitudes, on va juste vous permettre de conserver votre adresse, on va juste transformer votre logement. Et là, en termes de discours, on change de paradigme. On n'est plus sur un casse-tête où comment est-ce qu'on va repositionner les gens, comment on va les replacer dans le parc, mais vraiment, on va adapter le logement en fonction des besoins. Donc, notre concept, il s'adapte aussi bien sur l'accession, comme vous l'aurez compris, que sur la partie bailleurs sociaux, en tout cas logement HLM. Il s'adapte aussi sur toutes les résidences gérées. J'imagine que dans vos parcs respectifs, vous pouvez avoir des EHPAD, vous pouvez avoir éventuellement des résidences étudiantes, des foyers jeunes actifs. Et ces logements, ils correspondent à un besoin à l'instant T, mais dans le temps, vous pourrez les faire tout simplement évoluer. Et ce qu'on a observé, c'est que nous, on a déjà étudié les coûts des transformations, et le coût des transformations sur l'échelle, le rapport va de 1 à 10. C'est-à-dire qu'entre un immeuble flex et un immeuble non flex, le rapport de coût de transformation, en tout cas de rénovation, peut aller de 1 à 10.
Donc ça vous donne une idée des économies qui peuvent être générées, mais surtout la possibilité qui vous est offerte, puisqu'il n'y a pas de mur de refend, donc il n'y a pas de travaux lourds, de pouvoir adapter votre parc. Quel est-il l'accompagnement d'Arkea Flex? Notre accompagnement, il est déjà d'ordre technique. C'est comment j'accompagne la maîtrise d'ouvrage pour intégrer la flexibilité dans mes bâtiments. Il peut être d'ordre réglementaire. Là, on est plutôt sur la partie plutôt accession, mais aussi sur la pose du permis de construire, parce qu'il faut aussi savoir s'adapter aux besoins des territoires. Et nous, typiquement, aujourd'hui, on a une première opération dont les travaux ont démarré fin 2021 sur l'écoquartier de la ZAC Mont-Conseil à Tours. Alors, on était en effet sur l'accession, mais surtout ce qu'on n'a pas indiqué, enfin, ce qu'on a indiqué dans notre permis de construire au niveau du CERFA, c'est non pas un nombre précis de logements, parce que contrairement à ce que l'on pense, la nécessité de proposer un nombre précis de logements, c'est surtout dû à une typologie attendue par la mairie, mais ce nombre précis sert surtout aux statistiques. En fait, nous, ce qu'on a indiqué dans nos permis de construire, c'est une tranche, une fourchette. Donc, typiquement sur Tours, on était entre 110 et 130 logements. Et en définitive, on a commercialisé 114 logements. Donc, c'est pour vous donner une idée des possibilités aussi qui sont offertes. Alors, moi, en conclusion, nous, aujourd'hui, nos axes de développement, c'est avant tout les réponses à appel d'offres, mais aussi sur le parc social, à la fois étudier un certain nombre de réhabilitations pour voir si on peut y intégrer du flex, et aussi sur toute la partie maîtrise d'ouvrage directe, sur lesquelles vous avez la main, et sur lesquelles nous, on est en capacité de vous accompagner pour étudier justement la possibilité d'intégrer cette notion de flexibilité dans vos nouveaux bâtiments. Merci. C'était clair, monsieur Stéphanie. Je vais passer la parole à Régis Royer maintenant, qui va présenter donc l'opération qui a été montée donc en Bretagne. Oui, merci Gérard. Bonjour à toutes et tous. Salut François-Xavier. Bonjour. Tu as été bavard, tu as presque tout dit. Oui, alors nous, on va expliquer un peu le process parce qu'effectivement, François-Xavier maîtrise très bien la partie technique. Et alors pourquoi nous, on est rentré dans ce dispositif? Alors non seulement parce qu'on fait partie de la même famille, on a le même actionnaire, mais aussi intellectuellement, ça nous a intéressé dès le départ parce que c'est une vraie réflexion sur l'évolutivité des logements. Parce qu'aujourd'hui, on conçoit les produits qu'on conçoit aujourd'hui ne seront pas ceux qui seront recherchés demain. Pour ceux qui ont un petit peu de bouteille dans le métier, on a construit beaucoup de petits logements dans les années 80-90, des grands logements également. Et il s'est avéré que 20 ans après, ça ne correspondait plus aux besoins. Les grands T5 étaient très chers. Les petits logements l'étaient peu et très peu recherchés. Et aujourd'hui, en fait, cette solution nous permet de réfléchir à long terme sur l'évolutivité des logements, c'est-à-dire de coller au plus près des besoins en fonction des périodes. Je m'explique. Le dossier sur lequel nous allons en tout cas concevoir sous un format flex, qui est à Ploudalmézeau, c'est une commune du Nord Finistère, du littoral nord du Finistère, je regarde Guénola, sur lequel nous sommes bien implantés. Et donc, ce sont des logements qui seront principalement destinés à des seniors, des personnes âgées. Donc, on va concevoir principalement des T2 et des T3. Aujourd'hui, on le constate, il commence à y avoir une forte pression sur les grands logements, sur les T4 et les T5. On nous demande de plus en plus de grands logements. Donc, on s'est dit, on va concevoir des logements pour des seniors, mais si je ne serai pas là pour le voir, je ne serai pas là pour le voir quand ça évoluera. Mais ils ne seront pas fléchés ad vitam aeternam pour les seniors. Très clairement, parce que les besoins vont peut-être évoluer. C'est des communes, notamment cette commune attire beaucoup de jeunes ménages. C'est une commune littorale. Vous ne connaissez pas Ploudalmézeau, je vous encourage à visiter la commune. Et dans 25 ans, donc je ne serai plus là pour voir les besoins, en tout cas des territoires. Et on va pouvoir très aisément adapter la surface des logements avec ce dispositif. Alors tout ça, ça nécessite une vraie réflexion à la fois dans la conception, François-Xavier, mais également il y a une éducation sur la conception, les archives, et les maîtres d'œuvre.
Parce qu'on va sortir un petit peu des sentiers battus, même si c'est des conceptions qu'on a connues, hein, sur les façades, c'est des conceptions qu'on connaît, hein, façade porteuse on le connaît, les noyaux centraux on connaît. Mais par contre, effectivement, tu parlais des planchers techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer tous les réseaux en plancher technique. Partout. Alors ça va avoir un surcoût, mais par contre, à l'avenir, quand on devra agrandir, réduire les logements, ça sera beaucoup plus simple. Les pièces d'eau, on pourra les placer là où on veut. Par exemple, dans une grosse opération de rénovation, par exemple, ça sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on a une grosse opération à la Vierge Noire sur 364 logements. Ben, croyez-moi, casser les murs porteurs, c'est pas simple, c'est cher. Pour tout ça, pour créer des logements qu'on adaptera peut-être encore dans 25 ans. Mais ce sera peut-être un peu plus simple, parce que là, on a cassé les murs porteurs. Ce sera plus simple de cloisonner. Mais ça occasionne des coûts. Et avec le système Flex, c'est les cloisons SAD, beaucoup plus simples, qui seront même pour certaines prédécoupées avec, par exemple, une porte pour l'encadrement, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais ça nous permettra de manière de plus aisée d'adapter les logements aux besoins des territoires. Mais ça nécessite une conception et une maîtrise d'œuvre qui soit à la page sur ce type de mode constructif. C'est-à-dire qu'en amont, il y a un vrai travail de scénario à bâtir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça n'importe comment, on ne met pas les cellules, les alvéoles n'importe où, comme on l'entend. C'est de travailler sur les scénarios d'évolution des logements. C'est de dire, ben voilà, si je prends cette cellule-là, je la consacre à une pièce d'eau, je réduis mon logement, mais où je vais charger la cellule supplémentaire. Vous voyez, il y a tous les scénarios qui sont à bâtir dès le départ, parce que sinon ça ne sert à rien de juxtaposer les alvéoles dans n'importe quel sens pour ne pas savoir ce que vous allez en faire à l'avenir. Donc il y a un vrai travail de scénario à travailler. Et puis après, derrière, bon, on va dire qu'après la technique suit. Hein. Façade porteuse, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, les gros œuvres connaissent, enfin bon, bref, il n'y a pas de souci. Mais il y a un vrai travail de scénario à la base, et notamment de l'archi qui doit s'approprier, parce que Thibaut Robert, hein, le cabinet TRA, en l'occurrence, bah, quand on lui a parlé du projet, il nous a regardé avec des grands yeux. Quoi. Tu veux faire du tertiaire? Non, c'est des logements, Thibaut, ça sera des logements. Parce que dans le tertiaire, c'est une technique qui était quand même bien connue, hein, François-Xavier. C'est quelque chose qui, enfin, dans le tertiaire, ils y étaient beaucoup plus, en tout cas en termes, en procédure. C'est utilisé. Ouais, c'est utilisé. Mais là, on va l'appliquer au logement. Donc, on va avoir un dispositif beaucoup plus simple. Et là, on est en train d'investir pour des choses, comme je vous l'ai dit, que je ne verrai pas. Donc, on travaille vraiment sur le long terme. On sort, tout à l'heure, j'entendais certains intervenants parler, effectivement, peut-être qu'il faut changer de paradigme et d'arrêter, parce qu'aujourd'hui, on conçoit des logements en fonction des besoins à l'instant T. On réfléchit assez peu à la seconde vie du bâtiment. Aujourd'hui, on nous incite, avec la nouvelle réglementation énergétique, à réfléchir sur les cycles de vie des matériaux. Et bien là, on va travailler sur les cycles de vie, mais de nos locataires. Et de nos locataires dans 30 ans, dans 40 ans. Est-ce qu'on pourra s'adapter le plus vite possible aux besoins? C'est le but du projet. C'est un projet qui est à Pouilly-d'Almézeau, donc on aura à peu près 15 logements, parce que le projet vient d'être remis à zéro en termes, parce qu'il va y avoir des cellules commerciales au rez-de-chaussée. Ça, c'est pour François-Xavier. Ça vient de bouger encore. On vient de demander des mètres carrés supplémentaires de surface commerciale, donc sur le permis, ça influe sur le bâtiment. Donc on est en train de revoir les choses, mais on devrait en tout cas aboutir sur quelque chose de concret courant décembre pour un dépôt de permis avant la fin de l'année. Et donc, sachant que, je me permets d'intervenir, hein, Régis, ces mètres carrés de locaux commerciaux, on peut très bien les équiper aussi avec la méthode Flex, ce qui permettra à terme de pouvoir les retransformer en logement si jamais il y a une nécessité. Exactement. Donc, et là, on le voit bien, c'est que sur le projet, alors là, effectivement, le projet va s'agrandir. En plus, François-Xavier, bonne nouvelle. Le projet va s'agrandir. Et donc, on va déposer un permis sous le format Flex avant la fin de l'année. Et on espère des débuts de travaux, en tout cas courant d'année prochaine, en tout cas, on l'espère. En termes de surcoût, c'est pour anticiper les questions. En termes de surcoût, aujourd'hui, c'est très compliqué de parler de prix. Pour la simple et bonne raison que le prix du jour n'est pas celui de la semaine suivante. Je regarde les énergéticiens. C'est parfois même, le prix peut bouger dans l'heure. Mais on ne s'attend pas à un surcoût énorme, au grand maximum 10%. Voilà, entre 5 et 10%. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une démultiplication des réseaux en plancher technique. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dossier. Donc, notez bien, Plou d'Almezo. Je vous encourage à passer vos vacances. Magnifique commune du Nord Finistère. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'on travaille un peu en famille aussi. On travaille en famille, hein, il faut le dire. On fait partie de la même maison. Et franchement, ça facilite aussi les échanges. Voilà, très clairement. On ne va pas se le cacher. On fait partie de la même maison. Du groupe Crédit Mutuel Arkea, et donc c'est quand même assez intéressant intellectuellement de travailler avec des gens qui travaillent sur des domaines qui peuvent nous aussi nous intéresser. Et là je regarde mes camarades du Crédit Mutuel. Oui, donc Madame Alain, qui est présente, directrice générale adjointe du Crédit Mutuel Arkea, et Monsieur Jamet, Monsieur Dubos. Voilà. Et donc voilà, donc c'est, je pense, j'aurai peut-être l'occasion, Gérard, si tu me réinvites à nouveau, mais je sais que tu... Elle est permanente. Elle est quasi permanente, merci, je te remercie. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, Gérard et moi, mais j'aurai peut-être l'occasion, si un jour le DEPS nous permet, c'est peut-être de présenter l'effet concret, c'est-à-dire la chose terminée, voilà, le chantier est terminé. Ouais, ça sera intéressant. Et ça serait intéressant, et en plus je pourrais vous faire un petit phasage sur la partie intellectuelle, hein, c'est-à-dire la conception, etc., avec les équipes, avec Charlotte, qui est en contact avec les services techniques d'Armand des Habitats. Ça serait intéressant de vous faire un retour d'expérience. Et puis, surtout, en termes de sous aussi. Hein, donc, en termes de Guadec, hein, comme on dit chez nous, donc, il faut regarder ce que ça nous coûte en plus, quoi. Bon. Voilà ce que je pouvais dire sur ce beau projet. Merci. Et je remercie François-Xavier. Alors, avant de conclure, donc, est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Stéphanie ou à Régis Royer? Écoutez, ça a été très clair. Hein. Monsieur Stéphanie, merci. Merci à vous. Alors, moi, j'en profite hein, parce que je fais un peu de prosélytisme, mais comme l'occasion m'est présentée, je vous en prie, je vous enverrai bien entendu un support de présentation, Monsieur Lefort, pour que vous puissiez le diffuser le plus largement possible avec mes coordonnées. Vous avez les coordonnées, enfin, vous connaissez Régis Royer, mais n'hésitez pas à me solliciter, ne serait-ce que pour refaire une présentation un peu plus particulière, notamment à vos équipes techniques, et on sera un plaisir d'étudier toutes les opérations que vous nous présenterez. Et je vous remercie encore de votre présence. Merci, Monsieur Stéphanie. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Régis. Et merci à Régis Royer pour sa présentation. Merci. Maintenant, j'ai demandé à Monsieur Duchemin de venir me rejoindre. Jérôme Duchemin, qui, avec Madame Maudet, hein, c'est ça, donc suit cette opération pour Néotoa, qui est vraiment remarquable. J'ai visionné donc la vidéo que m'avait envoyée Madame Gilles, et je trouvais intéressant effectivement de vous la présenter. Peut-être quelques mots hein, sur cette action, Jérôme. Allez-y. Oui, effectivement. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais une question, mais je pourrais la reposer peut-être tout à l'heure, parce que vous verrez que c'est très inspirant par rapport au sujet que je vais vous présenter. C'était sur la question de la taille critique de logement. Est-ce qu'il y a un nombre de logements minimum ou maximum pour pouvoir être dans le flex? Parce que vous allez voir que les choses peuvent se croiser entre l'approche flex et puis les approches qu'on peut développer à Néotoa pour répondre à pas mal de publics spécifiques. Donc j'en profite pour vous indiquer que je suis accompagné de deux collègues, hein, Hélène Kérivel, responsable de l'agence de Dinan, et puis Bruno, mais il semblerait que Bruno soit connu déjà dans l'assistance, Bruno Cassia, directeur de Néotoa. Donc je vous propose un petit regard sur l'habitat inclusif, et notamment la démarche à destination des seniors qui maintenant est englobée dans un univers que à Néotoa on dénomme Agae. Quelques mots sur Néotoa, puisque Dinan Habitat était un opérateur historique hein, sur le département 22, et suite à une fusion Néotoa-Dinan Habitat qui date il y a 2 ans à peu près, voilà, Néotoa est un peu plus visible maintenant dans le paysage, mais on est reparti sur les bases de Dinan Habitat. Voilà, c'est environ un patrimoine de 22 000 logements, environ 700 logements construits chaque année, hein, entre du locatif et de l'accession, et puis nous sommes 350 collaborateurs. Le périmètre d'intervention, c'est le périmètre historique de l'office public Néotoa, hein, donc c'est le territoire d'Ille-et-Vilaine, hein, et puis maintenant le territoire de Dinan Agglomération, avec la caractéristique d'être organisé en agence, donc un siège à Rennes, et puis une dizaine d'agences qui permettent aux locataires d'être au plus près des collaborateurs de Néotoa pour gérer leur quotidien, à la fois en tant que locataire, mais aussi gérer leur logement. Alors, la question des seniors, Néotoa, ça fait déjà une dizaine d'années que Néotoa s'est saisi de cette question,
avec quelque chose qu'on sent dans la société, c'est cette question du maintien à domicile. C'est-à-dire que, et on l'a vu à plus forte raison avec la crise Covid, je ne veux pas dire une défiance, mais quand même un regard un peu différent sur les structures de type EHPAD, et puis en considérant que entre son domicile ordinaire que l'on occupe depuis des années, peut-être même pour certains dans lequel on est né, et puis la structure, en fait, il y avait quand même un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'offre de logement permettant de rester dans un domicile adapté le plus longtemps possible. Donc je ne vous fais pas de dessin, vous voyez bien que les enjeux démographiques, ils sont face à nous. On a vu ce matin les enjeux énergétiques, les enjeux liés à l'eau, les enjeux démographiques qui sont tout aussi prégnants. Et comme l'indiquait Thierry Burlot, effectivement, les statisticiens nous font des prévisions, 400 000 habitants supplémentaires en Bretagne d'ici 2050, mais vous voyez que pratiquement 9 habitants sur 10 de cette population supplémentaire, ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans, sans compter le vieillissement des populations qui sont déjà en place. Donc on voit bien qu'on est face à un défi qui va être assez important. Si tu veux bien, Maxime. À Néautois, les seniors aujourd'hui, puisqu'on a évidemment une proportion importante de seniors, alors seniors sans faire offense aux uns aux autres, on va se dire que c'est à partir de 65 ans. Vous verrez aussi du coup que le législateur et les financeurs ont calé aussi cette limite à 65 ans pour notamment apporter des financements sur l'animation et la coordination de ces projets inclusifs. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, à Néautois, c'est quasiment presque un locataire sur 3 qui a plus de 65 ans, majoritairement des femmes. Vous voyez, à l'écrasante majorité des gens qui vivent seuls, et puis qui vivent, en tout cas à Néautois, 65% en appartement, et un tiers vivent en milieu rural. D'ailleurs, ceux qui vivent en milieu rural sont un peu moins précaires en moyenne que ceux qui habitent les centres urbains. Alors, l'offre d'habitat inclusif, c'est certainement une terminologie que vous commencez à entendre, puisque le législateur a fortement avancé sur ce sujet. On a des décrets d'application qui sont sortis en 2021 et qui fixent une définition de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est quoi? C'est un logement autonome adapté pour à la fois les seniors, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, et où c'est un mode d'habiter regroupé, à taille humaine, sécurisé, qui offre un certain nombre de garanties aux personnes qui vont y habiter. Ce sont des espaces communs qui vont être à proximité des domiciles, donc soit des espaces communs couverts, de type salle, ou des espaces communs en extérieur, type jardin, mais la palette d'espaces communs, elle est quasiment intarissable. Nous, on réfléchit sur des ateliers de bricolage, des serres, on peut inventer plein de choses. Et puis, la base de l'habitat inclusif, c'est le projet de vie. C'est-à-dire que tout est orienté autour d'un projet de vie qui est animé par un professionnel. Alors, ce sont des nouveaux professionnels qui arrivent dans le paysage, des professionnels que l'on dénomme les coordinatrices ou coordinateurs de vie. Et donc, on s'est dit à Néautois, eh bien, nous, on va prendre la démarche à partir du projet de vie. Tu peux me montrer, Maxime. Donc, notre approche consiste à se dire, quand une collectivité nous sollicite, en considérant qu'elle a besoin de répondre à un public senior, c'est de se dire, c'est vous qui connaissez le contexte, vous connaissez les besoins, on va vous accompagner. Par contre, on ne va pas partir sur le projet immobilier tout de suite. On va d'abord réfléchir au projet de vie. Ça veut dire quoi accueillir des seniors dans un habitat groupé sur une commune? Ça veut dire quoi accorder de la place à ces seniors sur le territoire? Ça veut dire quoi aller chercher les autres parties prenantes du territoire, les associations, les commerces, etc. Tous les professionnels qui gravitent autour du vieillissement, les clics, les EHPAD éventuellement du secteur, les services à domicile, les milieux infirmiers, etc. Donc on va élaborer le projet de vie, et c'est le projet de vie en fait qui va conditionner le projet immobilier. C'est lui qui va définir le nombre de logements, qui va définir la typologie des logements. Est-ce qu'on est en pavillon, en petit collectif? Qui va définir le type de ces espaces communs, et puis qui va définir quelque part les usages de ces espaces. Et puis, bien évidemment, on arrive à la conception d'un programme architectural urbain, et puis après, vous connaissez le process, on construit, mais pendant qu'on construit, on commence à rechercher des locataires aussi, parce qu'il faut des locataires qui soient aussi en appétence de se vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est pas demandé par tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête une opération qu'on a mis en service il y a quelques mois, où l'adjointe aux affaires sociales me disait, j'ai une habitante qui est venue me voir en me disant, la maison senior, ça m'intéresse, mais par contre, je veux pas de voisins. Ça va pas marcher. On va vous trouver une autre solution. Parce que là, on est quand même plutôt sur l'idée d'un habitat où vous allez être libre chez vous, vous serez dans votre logement, mais par contre, on va vous inviter à partager des émotions, des activités avec vos voisins.
Donc l'accueil, la recherche et l'accueil des nouveaux habitants est fondamental. Et puis après, on accompagne. Et puis bien évidemment, en tout cas à Néotois, on est très soucieux de suivre comment fonctionnent les lieux qui sont en fonctionnement depuis une dizaine d'années, parce qu'on apprend toujours de nos erreurs, on apprend toujours des nouvelles opérations. Alors voilà, la cartographie, hein, l'île-et-Vilaine. Alors vous voyez, c'est un peu tronqué, puisque maintenant on a la partie Dinan-agglomération. Donc la présence de quelques opérations AGAE, du coup, développées par Néotois, qui, dans la typologie, peuvent prendre des formes de 7 pavillons ici, 11 pavillons, 19 appartements dans un petit collectif, 16 pavillons. C'est un peu du sur-mesure. C'est-à-dire que tous les territoires sont face à ce défi de proposer une offre d'habitat pour les seniors, mais tous les territoires ne sont pas calibrés pour accueillir un objet un peu prototypé, donc il faut vraiment réussir à répondre à la demande. Et puis bien évidemment, les contextes sont toujours différents, sachant qu'une des conditions, c'est bien évidemment d'implanter cet habitat au cœur des centres-bourgs. Donc parfois, le foncier, il est aussi contraint. Il est le fruit d'une histoire, ça peut être suite à une démolition, etc. Donc on essaie de se fondre dans le tissu. Voilà, et puis quelques projets en développement, donc vous voyez bien hein, la proportion. Le premier habitat AGAE de Néotois, c'est 2012, sur la commune de Talensac, à l'ouest de Rennes. Depuis, c'est une quinzaine, quasiment 15-17 sites en fonctionnement, et on en a aujourd'hui pratiquement 15-20, la carte n'est même plus à jour, 15-20 en développement, puisque, encore une fois, il n'y a pas un territoire qui n'est pas face à ce défi. Voilà. Alors après, voilà, c'est des photos de maison. Hein. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. Ce sont des pavillons, on travaille beaucoup avec des architectes, donc en fonction de la patte de l'architecte, eh bien évidemment, on est sur des formes de pavillons souvent plutôt regroupés, soit alignés, soit organisés en U. Voilà, ça c'est le premier site AGAE de Néotois. Alors on les appelait, vous rappelez-vous, hein, certains les appelaient les béguinages, parce qu'on a beaucoup d'inspiration dans les pays nordiques. Donc ce site c'est 2012, vous voyez, ce sont 16 pavillons, avec l'espace commun qui est une salle au centre et puis des jardins partagés, puisque le site ici s'appelle la résidence des jardins carrés. Donc, alors, quand on s'est lancé quand même dans cette aventure en 2012, la question était aussi est-ce que c'est vraiment le projet de vie, est-ce que c'est vraiment la question de partager des espaces communs qui est la bonne réponse aux besoins des seniors. Donc l'idée était quand même de garantir la réversibilité. Ça veut dire que dans beaucoup d'opérations, en fait, la salle commune est un logement qu'on ne cloisonne pas et qui, du coup, si jamais un jour le projet ne fonctionne plus, pour X raisons, hein, on vient parfaitement de le voir, on peut réverser et ça redevient un logement puisqu'on est sur du logement ordinaire. Ce sont des T2, des T3 qui ont bien évidemment quelques adaptations. Évidemment, ils ont tous une douche, ils n'ont pas de baignoire, ils ont des volets roulants électriques, ils ont bien évidemment, tout est de plein niveau, il y a quelques appareillages électriques en plus. Mais quand vous rentrez dedans, ils ne sont pas stigmatisés seniors. C'est-à-dire qu'ils sont, y compris, très attractifs pour des trentenaires. Sauf que les trentenaires, on leur dit non, c'est plutôt pas pour vous, on va plutôt les réserver pour ou orienter des candidats seniors. Ça peut prendre la forme aussi de petits collectifs, quand on est sur des communes de taille un peu plus conséquente de taille d'habitants. Hein. Donc ici, c'est une opération qui va être livrée dans 3 mois. À Chartres de Bretagne, on est en deuxième couronne de Rennes. Hein. Donc 23 logements dédiés seniors avec la salle commune qui est en fronton. Ici un habitat alors intergénérationnel, on peut aussi parfois mixer. C'est sur une commune où 27 logements avec les logements au rez-de-chaussée sont pour les seniors et les logements à l'étage desservis par une coursive sont plutôt à destination de famille. Mais on voit très aisément que des seniors à 65 ans, on n'est pas, certains sont encore très très actifs et très mobiles. Hein, donc on a des seniors qui très aisément habitent aussi les logements de l'étage quand ça se libère. Et puis cette opération, la Chapelle Taureau, alors qui est un peu emblématique pour Néotois, qui a été mis en service début 2022. 19 logements seniors avec une salle commune au rez-de-chaussée. Et en plus, c'est un projet qui a été conduit selon une démarche, alors le terme n'est pas très heureux, c'est ce qu'on appelle le cradle to cradle. Donc c'est en français du berceau au berceau, c'est-à-dire que c'est un bâtiment biosourcé. Tous les matériaux utilisés ont fait l'objet d'une fiche de traçabilité dans la construction du matériau avec les émissions carbone, mais y compris sur les aspects sociaux, s'assurer que ce ne sont pas des matériaux où on a fait travailler des petits Chinois pour les fabriquer. Et tous les matériaux ont une fiche
qui identifie la durée de vie du matériau et la manière avec laquelle on pourrait le réutiliser une fois qu'on arrivera en fin de vie sur ce bâtiment. Puisque le but, c'est pas de faire du recyclage, c'est de faire de l'upcyclage. C'est-à-dire qu'on démonte les matériaux et on vient les remettre sur un autre morceau d'un nouveau patrimoine. Donc on combine un peu les deux, et puis des opérations, évidemment, quand on est sur un quartier rennais, là, une opération qui s'appelle Cour des Arts, qui d'ailleurs a aussi un embryon de ce qu'on vient de voir avec le Flex, puisque là, je sors des seniors, mais sur un angle d'un bâtiment locatif, on a 4 pièces à la demande. Ce sont des pièces qui sont partagées entre 2 logements, où à chaque fois, le binôme de logement, c'est un logement familial couplé à un logement senior, avec une pièce de 10 mètres carrés au milieu des 2 logements, que les 2 foyers en fait, se partagent et discutent pour l'usage qu'ils veulent faire de cet espace. Ça devient du jardin d'hiver, ça devient de la chambre d'amis, ça devient l'endroit où on peut déployer une table un peu plus importante, etc. Un type de logement, c'est encore une fois, vous savez tous fabriquer des logements. On a fait une enquête qualitative auprès de pas mal de seniors. Vous avez un T2, un T1. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose. Souvent, quand on parle logement senior, on pense aux appareillages techniques. Et on a fait une enquête qualitative auprès d'une 50aine de seniors, nous qui habitent ces logements. Et ils nous disent, s'il y a quelque chose que vous avez réussi, c'est le positionnement de la salle de bain, qui est à chaque fois double connecté avec la chambre principale et avec l'espace de vie. Et comme on se le disait tout à l'heure, sauf si on est sur du flex, mais c'est pas majoritaire, on ne peut pas déplacer une salle de bain quand on fait l'adaptation d'un logement. Donc une fois qu'on l'a mis en place, c'est pour quand même pas mal de dizaines d'années. Donc pour ces réponses seniors, la contrainte qu'on pose très fortement aux architectes, c'est de dire la salle de bain doit être double connectée à la chambre principale et à la pièce de vie. Voilà, et puis je vous parlais évidemment d'espaces communs, donc ça peut prendre plein de formes. Hein. Ici c'est à Québriac, c'est une salle. Ici nous sommes à Talensac, hein, les jardins suspendus, enfin les jardins carrés avec la salle ici. Au Cours des Arts, une salle, des jardins, des gens évidemment qui s'investissent très fortement dans la vie de ces lieux. Le projet de vie, alors le projet de vie c'est un document dont vous avez compris que l'on élabore avec les acteurs locaux, hein, collectivités, donc communes, CCAS, les parties prenantes. Et ce projet de vie, en fait, il va vivre tout au long du projet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en service l'habitat groupé, c'est le guide, en fait, c'est le fil rouge. C'est pas un annuaire, hein. C'est quelque chose qui peut tenir sur 2 feuillets, mais c'est quelque chose qui dit voilà pourquoi on a fait ça. Voilà la place qu'on veut accorder aux seniors sur le territoire, et voilà les usages attendus des espaces communs. Et on tient ce fil. Et après, ce projet de vie viennent s'y agréger plein d'autres documents, mais qui sont encore une fois plein de prétextes à l'échange avec les habitants. On va écrire un règlement d'usage, par exemple, de la salle. On va écrire des chartes de bénévolat, on va écrire des conventions avec les EHPAD du coin, etc., etc. Donc le projet de vie est vraiment fondamental. Et puis quelques illustrations, parce que je parle des seniors, mais autant les voir en situation. Ça, c'est dans la salle de Québriac, qui est un peu notre lièvre pour nous. C'est le site qui est le plus innovant en matière de démarche dynamique sociale. Donc ce sont 12 pavillons regroupés autour d'une salle. La moyenne d'âge est de 84 ans, le doyen a 92 ans, donc ce sont des personnes qui sont autonomes chez elles, hein, dans un T2 ou dans un T3. Et cette commune a un projet de vie qui est extrêmement fort, puisqu'ils ont ouvert la salle aux associations, à condition que les associations intègrent dans leur projet associatif des activités permettant d'impliquer les seniors. Et la première association qui a fait ça, moi j'aime bien raconter cette anecdote, c'est le trail de Québriac. Donc une association organise un trail. Donc c'est une course nature, hein, vous voyez. Donc on se dit, mais qu'est-ce que viennent foutre les seniors là-dedans? On va quand même pas les lâcher en pleine nature, surtout que c'est un trail en nocturne qui a lieu au mois de janvier. Donc, on se dit, là, on prend beaucoup de risques, ou alors on a besoin de libérer quelques logements. Donc comme c'est un trail semi-nocturne l'hiver, plutôt que d'offrir un coup de rosée à l'arrivée, les organisateurs offrent un bol de soupe aux concurrents. Et vous avez compris, qui fait la soupe? Ben, les seniors. Et ils font ça dans la salle. Sauf qu'ils ne font pas 3-4 litres de soupe, ils font 300 litres de soupe. Donc le vendredi, la veille du trail, tous les bénévoles se retrouvent dans la salle, et etc., etc. Et comme c'est une association qui est extrêmement maligne et reconnaissante, ils font du bénéfice chaque année. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils reversent une partie de leurs bénéfices aux habitants. Et les habitants, eux, comme ils sont très très dynamiques, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire du bowling,
ils vont faire de la péniche sur le canal d'Illérance, etc., etc. Vous voyez ? Donc on est loin des standards que l'on peut imaginer autour du Seigneur. Voilà, et puis bien évidemment, vous comprenez qu'à Cabriac, c'est eux, vous voyez, on les voit au bowling, hein, ici. Ça, c'était entre 2 périodes de confinement. Ils ont réussi à trouver un trou de souris pour aller faire du bowling. Donc, c'est eux qui fleurissent les lieux extérieurs. En fait, rien ne se fait sans eux. Et quand nous, on organise des visites de ce lieu, évidemment, on a beaucoup de collectivités qui viennent visiter, on va dans la salle. De toute façon, ils sont là. On n'a pas besoin de les inviter. Ils sont là du lundi au dimanche. C'est leur espace de vie. Donc, on se fond dans... c'est eux qui nous accueillent dans quasiment dans leur grand salon. Voilà, et puis il y a quelque chose sur lequel on est très très attaché, et ça transpire dans tous les projets de vie, c'est qu'on considère que le senior c'est une ressource. On n'est pas dans une démarche descendante, c'est plutôt c'est le senior qui va apporter au territoire. Donc vous voyez sur quelques talents graphiques, ici on est à Talensac, on a un habitant qui fait du modélisme de bateau, donc il ne faut surtout pas appeler ça maquette, un modélisme, c'est-à-dire qu'il y a une télécommande, il y a un moteur. Il en a 70 des bêtes comme ça dans son T3. Donc il a fait une exposition avec une voisine dans la salle commune pendant 3 semaines. Donc des habitants de la commune sont passés. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant aujourd'hui ? Eh ben, c'est lui qui anime un atelier avec les ados pour que les ados fabriquent leur propre modèle réduit. Sur une autre commune, le seigneur est passionné aussi de modélisme, mais lui, ses engins, ils volent. Donc lui, il fait du modélisme d'avion. Et puis on a des gens qui ont des talents... de dessinateurs, de sculpteurs, etc., etc. Donc on voit bien que ce sont aussi des ressources pour eux-mêmes, proposer des activités aux autres. On n'est pas dans une démarche où on va leur apporter une activité, c'est eux qui apportent des activités aux autres habitants. Voilà, et puis pour être complet, l'offre Agae, c'est aussi permettre à certains seniors de bénéficier de services. Ils sont en toute autonomie, on ne leur amène rien, c'est pas nous qui apportons l'alimentation, etc. Donc on a un néotois, un pack réparation qui peut être utile pour les seniors. Ils déclenchent moyennant une petite somme mensuelle. Ça leur permet de déclencher un réseau d'artisans. Alors c'est pas spécifique aux seniors, c'est proposé à l'ensemble des locataires de néotois. Et puis néanmoins, là il y a une année, Bruno a signé une convention, enfin néotois a signé une convention avec Présence Verte, donc qui est un opérateur qui offre du service, et notamment... beaucoup de présence téléphonique. On voit que ceux qui déclenchent ça, c'est beaucoup aussi pour pouvoir appeler quelqu'un, vraiment rompre l'isolement. Et puis bien évidemment, avoir des outils de prévoyance contre les chutes, etc. Je vais terminer du coup, Gérard, si tu m'autorises, à passer du coup une petite vidéo qui dure 1 minute 30. C'est une petite vidéo illustrée qui vous résume un petit peu l'ensemble de mes propos. Voici Béatrice. Elle est mère et elle ne parvient pas à trouver une solution pour proposer des logements adaptés aux seniors sur sa commune. Ce que l'on me propose ne correspond pas à mes besoins. C'est trop standardisé, trop cher, trop grand ou trop médicalisé. Néotoa, avec sa démarche Agae, peut vous aider. En tant qu'acteur engagé du logement social, nous proposons des habitats seniors assurant confort, sécurité, autonomie et favorisant les rencontres et les échanges. Très bien, et quelle est votre approche ? Un projet Agae comporte 4 étapes. Tout d'abord, l'émergence. En accord avec vos objectifs, nous identifions ensemble les besoins et les attentes des habitants du territoire. Analyse de données, rencontres à domicile, visite d'habitats seniors Agae sur d'autres communes, groupes de travail. Ensuite, la conception du projet. Nous explorons les formes d'habitat, du pavillon au collectif intergénérationnel en imaginant des espaces communs de type salle ou jardin. C'est le projet de vie sociale qui aide à définir ces lieux et leurs usages. Puis, le temps des travaux. Nous travaillons conjointement pour l'attribution des logements. Quelques mois avant la livraison, la mise en œuvre du projet de vie se prépare par la désignation d'un coordinateur et l'implication des ressources locales, CCAS, services médico-sociaux, bibliothèques, écoles, associations. Et enfin, la nouvelle vie des résidents. Elle démarre à la remise des clés. Puis les premières animations lancent la dynamique collective. Repas collectifs, animation du jardin, ateliers liés au bien-être, à la santé et à des activités récréatives. Nos résidents sont aussi une ressource pour le territoire. Au fil des années, nous maintenons un contact régulier pour veiller au projet local
et tirer des enseignements utiles à de nouveaux projets. Vous cherchez une solution adaptée et un interlocuteur de confiance? Choisissez Agae. Ensemble pour embellir la vie des seniors. Merci et merci à nos auteurs.